n'y avait pas de cinéma dans lequel j'aurais pu montrer Pina. Il y a un temps dans ma vie où je l'ai vu chaque semaine pendant des mois. C'est ça toujours le drame à Hollywood. Oui. Ils croient dans les noms, ils croient pas dans les acteurs. J'ai pleuré comme vache qui pisse. Ça, c'est le premier film de la femme qui m'a sauvé la vie 2 fois. Vidéoclub. Quel effet ça vous fait d'être ici dans l'un des derniers vidéoclubs de Paris? Je me sens un peu comme chez moi. Je suis un vidéoclub moi-même. Un vidéoclub ambulant. Ok. Et il y a toujours des gens qui sortent et très peu les rondes. Mais bon. À côté de moi, j'ai encore un des rares vidéoclubs de Berlin. J'y vais aussi quelque part. Mais c'est rare parce que je préfère les posséder. J'achète toujours les vinyles et aussi les DVD, les Blu-ray. Et donc, je les collectionne et après, c'est comme c'est vous. Alors, si jamais vous devez sortir, vous pouvez déménager chez moi. On commence, voilà, chez mon grand maître. Il y a ce Jiro Ozu, là, il y a Ohio, Dernier Caprice, on peut presque prendre tous ces films. Là, il y a même un coffret, Ozu en 20 films. Pour moi, c'est mon grand maître, c'est le cinéma le paradis du cinéma, c'est les films d'Ozu. Bonjour, voilà, par exemple, il est restauré, il est magnifique. C'est une comédie avec des enfants qui parle de l'arrivée de la télévision dans la famille japonaise. C'est un film très drôle. C'est un des rares films où on pète. C'est pas seulement qu'on répète, mais on pète. Les enfants, ils pètent en proteste, quoi. Parce que leur père veut pas acheter la télé. Alors, ils commencent à péter. Et repéter. Bon, tous les autres sont plus sérieux. Moi, je les connais tous. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Tous les films d'Ozu, pour moi, c'est un seul grand film. Tous en œuvre. Il faut les connaître toutes. Bon, commencer avec Ohio déjà, ou Dernier Caprice. Quand vous les avez découverts, les films d'Ozu, vous aviez déjà, vous, fait quelques films? Oui, Ouais. J'ai découvert le cinéma à la Cinémathèque française et j'ai vu plein de films japonais, Mitsubishi, Kurosawa, tout, mais il n'y avait pas un seul Ozu parce qu'ils n'ont pas exporté Ozu à l'Ouest à l'époque, les Japonais. Okay. Parce qu'ils trouvaient trop japonais et donc nous, à l'Ouest, on n'allait pas comprendre. Maintenant, ce metteur en scène le plus japonais est le plus apprécié par tous les cinéastes du monde. Enfin, tous ceux que je connais. Mais, voilà. Puis à l'inverse de vous, il est quand même beaucoup resté à Tokyo. Alors que vous avez bien aimé filmer toutes les mégalopoles. Il n'a pas quitté sa ville. Fellini n'a pas quitté l'Italie ou Rome. Scorsese, oui. Il quitte pas New York, non? Ouais. C'est plus courant, les cinéastes qui restent dans une ville, que comme vous, qui en filment plein, j'ai l'impression. Il y en a aussi qui sont vieux, qui commencent à voyager. Comme l'autre de New York. Voilà. Ça, c'était pour... Oui. Et il y a mon brave Koji Akusho, qui a fait aussi pas mal de films de policiers, toutes sortes de choses, mais il est bien dans chaque film. Koji Akusho, c'est mon acteur principal dans Perfect Days. Qui a reçu le prix d'interprétation à Cannes cette année. Voilà. Trop bien. Comment vous savez ça? Bah, j'y étais. Alors, voilà. Un merveilleux film d'une femme metteur en scène, Ildiko Enyedi. Il a 5-6 ans maintenant, ce film. Body and Soul. C'est un film que seulement une femme aurait pu faire, ce qui est rare, je trouve. Et il y a des films de femmes où on pourrait dire peut-être un homme aurait pu le faire, mais ce film pour moi, c'est comme impensable qu'un homme aurait le fait. Un film vraiment avec une idée formidable que deux étrangers, deux gens qui se connaissent pas, un homme et une femme, ils se rendent compte qu'ils rêvent les mêmes choses.
avec cette condition commence une relation très très spéciale. C'est un film ultra émotionnel. Moi, j'ai pleuré comme vache qui pisse. Alors moi, je l'ai pas vu, mais le scénario, ça fait un peu penser au film de Yorgos Lanthimos aussi, je trouve un peu. Un peu, oui. Ouais. Yorgos fait des films qui pourraient être réalisés par des femmes Ouais, je aussi. trouve aussi. Voilà, une autre femme. Oui. Maren Ade, une Allemande. Ça, c'est un film super drôle. Avec l'actrice la plus géniale d'aujourd'hui, Sandra Hüller, qui était dans les 2 films qui ont gagné à Cannes le Palme d'Or et le prix spécial. Elle était dans les 2 films. Et là, elle est aussi bien que dans Zone of Interest ou Anatomie d'une chute. Elle est géniale, cette fille. Mais depuis son tout premier film, elle a fait que du bon travail. Vous m'avez dit que vous l'aviez pas vu After Sun là, mais il faut vraiment que vous le regardiez. Elle a été vraiment inspirée par Alice dans les villes, puis il y a tout un travail autour des polaroïdes et tout. Enfin, je pense que vous aimeriez. Je crois qu'elle nous a écrit, qu'elle m'a écrit. Pour vous dire quoi? Qu'elle a fait un film très pareil à Alice dans les villes. Ok. Je le loue après. Ouais, franchement, regardez-le, c'est très beau. After Sun. Là, c'est beaucoup de nouveautés, mais peut-être que vous n'avez pas trop le temps d'aller au cinéma pour voir tout ça. Non, évidemment. En plus, je suis dans 5 académies. Ils me fournissent à peu près 800 films. Je peux pas les voir. Ouais, bah oui. Alors, ça, c'est mon problème. Je dois voir trop de films. Ça, c'est un film que j'ai vu pour la première fois récemment, parce qu'il a été restauré. Je suis venu te dire qu'il est temps de nous séparer. Et ça, c'est vraiment, avec ce film, la nouvelle vague a commencé. Bien que personne n'en parle, elle est la première réalisatrice de la nouvelle vague et ça, c'est un film incroyable. C'est un film où on ne sait pas depuis le début est-ce que c'est une fiction, est-ce que c'est un documentaire et à la fin, ça devient un film de Ingmar Bergman. C'est invraisemblable le langage de ce film. Le premier long métrage d'Agnès Varda, c'est incroyable. Ça, c'est le premier film de la femme qui m'a sauvé la vie 2 fois. Claire Denis était mon assistante dans Paris, Texas et Les ailes du désir. Sans elle, je n'aurais pas terminé ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est son premier long métrage en Afrique, où elle est née. C'est un peu sa jeunesse. Un film très, 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 très beau. Le nez, Pemba, Pemba, la bouche, Mudumbu, les dents. Masonga. Ah, j'adore Chocolat. Je l'ai vu 1000 fois. Et il y a tous les autres Claire Denis ici. Alors, braves gens, vous devez les louer tous. Quand vous dites qu'elle vous a sauvé la vie, c'est-à-dire vous aviez envie d'abandonner, c'était trop dur? Il y a toujours des difficultés dans un film. Et Paris, Texas, on a dû interrompre et renvoyer tout le monde parce qu'on avait seulement la moitié de scénario. Et Shem Shepard, qui aurait voulu écrire la deuxième moitié, est tombé amoureux de Jessica Lange et m'a abandonné. J'avais plus d'écrivains avec moi. Et puis j'ai dû inventer la deuxième moitié tout seul avec Claire. Oui. Et puis on l'a téléphoné, on a dicté à Sam Shepard qui après, plusieurs nuits plus tard, m'a dicté le dialogue pour la fin. Ah. Alors, mais sans Claire, j'aurais été perdu. Ouais. Et voilà un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Nous voici enfin auprès d'André Jurieux qui va certainement pas refuser de dire quelques mots au micro de Radio Cité. Il y a un temps dans ma vie où je l'ai vu chaque semaine pendant des mois. Jean Renoir, il joue lui-même là-dedans. C'est un film qui anticipe la Deuxième Guerre mondiale comme on ne peut pas comprendre comment il a fait ça. C'est un très très beau film sur l'Europe. Et puis plus tard, je me suis rendu compte que son premier assistant était Henri Cartier-Bresson. J'ai vu ça parce que dans une exposition de Bresson, il y avait un très beau portrait de Jean Renoir et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, j'ai lu dans la légende que Cartier-Bresson était premier assistant de ce film-là, que j'adore. Pour moi, pendant longtemps, c'était le plus beau film du monde. Et il est peut-être encore, si c'était pas L'Enfant sauvage qui aurait changé ma vie. Taille, 1m39. Je dois avoir 11 ans. J'ai écrit aussi comme critique de cinéma, et la chose la plus longue, une 20aine de pages, j'ai écrit sur L'Enfant sauvage, que pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, un film presque sacré. Pas seulement parce que Truffaut joue lui-même là-dedans, mais parce que c'est
aussi un film incroyable sur l'éducation qui était un sujet très cher à Truffaut, dans un noir et blanc vraiment super beau. Et cette histoire d'un jeune garçon indomptable parce qu'il a été élevé par des loups pendant les premiers 3, 4, 5 ans de sa vie, on ne sait pas exactement, c'est d'après une vraie histoire du 18e siècle. Et ce film, je le connais par cœur. Chaque plan est, pour moi, il y a des semaines où c'est le meilleur film du monde. Vous avez aimé tourner avec des enfants. Je crois que vous êtes resté en contact aussi avec les enfants de vos films. J'adore tourner avec des enfants et c'est en effet une autre responsabilité parce que pour les enfants, c'est fait partie de leur vie. Ils n'ont pas la conscience que c'est un rôle. Et si le film se termine, et si cette famille d'un mois ou de 2 mois disparaît tout d'un coup, ça peut être un traumatisme énorme. Les enfants dans un film, il faut continuer à les accompagner. Il faut continuer le film qu'on a commencé avec eux. Ouais. Je suis en contact avec la petite Alice. Maintenant, Oui, qui est plus une petite maintenant. maintenant, elle a 2 fils qui sont déjà 20 ans. Elle est docteur maintenant. Elle n'a pas fait le cinéma. Elle a fait un film. Et après, elle m'a appelé pour me dire, Wim, j'ai fait un autre film, mais c'était pas comme chez toi. Ils ont voulu toujours que j'apprenne mes lignes. Parce que chez moi, elle a refusé. Et elle m'a dit, si tu veux que j'apprends, je suis pas bien. Mais si tu me laisses la liberté de le dire dans mes propres mots, je serai très bien. 2001, c'est le plus beau film science-fiction jamais fait. Quand il a fait 2001, ils n'étaient pas encore sur la Lune. C'était l'année après. Il faut se rendre compte. Avec quelle vision elle a fait ce film. C'est toujours valable, cette vision. Ça, c'est un des plus grands films. Surtout aussi, peut-être c'est même le seul film. Tous les films science-fiction sont des dystopies. Ils montrent tous un avenir catastrophique. Et ça, 2001, ça montre un avenir vivable. Et ça a inventé l'intelligence artificielle. Il y a tant d'inventions là-dedans, c'est absolument invraisemblable. À vrai dire, tous les films science-fiction faits aujourd'hui, c'est emprunté. C'est ahurissant. Vous avez tenté aussi la science-fiction? Oui, j'adore la science-fiction. Mais je suis pas tellement fan de l'idée que l'avenir doit être terrible. J'aime bien Cameron aussi, c'est un grand inventeur du cinéma. J'ai de la gratitude envers lui parce que sans lui, j'avais déjà tourné Pina, mais sans lui, il n'y avait pas de cinéma dans lequel j'aurais pu montrer Pina. Avatar est arrivé juste avant qu'on a terminé Pina et tout d'un coup, il y avait une centaine de salles pour jouer Pina. Avant, il n'y avait aucune. Et le deuxième est encore mieux. We cannot let you bring your war here. I'm done with war. Okay? I just want to keep my family safe. Avatar 2, pour moi, un des grands films. Truffaut l'aurait admiré parce que c'est aussi un film sur l'éducation. L'air de rien, James Cameron avec Avatar 2, avec un grand film de science-fiction très très cher, il a fait un film comment élever les jeunes gens. Et vous, à quel moment vous vous êtes dit que la 3D, ça pouvait ne pas être réservé qu'aux blockbusters et que des documentaires, ça serait super de les voir en 3D? Moi, j'avais besoin de 3D pour pouvoir faire Pina et je voulais tellement faire un film sur la danse, mais j'osais pas avec l'image plate. Et j'ai vu un premier film à Cannes, 3D digital. Le film était pas génial. U2 in 3D, c'était en 2007 à Cannes. Ou 2008, je sais plus. Et ça m'a montré que la troisième dimension était proche. C'était pas encore techniquement très achevé, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose et j'ai rencontré ici en France un mec qui avait construit des caméras 3D et des rigs pour ça et qui savait exactement comment se débrouiller. Et il a fait Pina avec moi avant que c'était vraiment même possible. Alain de Robbe, il s'appelait. D'accord. C'était un grand inventeur, un grand chef opérateur français. Voilà un de mes films favoris de mon ami Nicolas Ray, avec lequel je fais L'ami américain et Lightning Over Water. Les Indomptables en français. Last Man,
Je l'avais C'est un pas. film sur les rodeos. C'est un film où ils ont écrit le scénario aussi au fur et à mesure. Et c'est un film très très beau en noir et blanc avec un Robert Mitchum magnifique. Je recommande Last Man, Les Indomptables. Bon, j'ai fait un film avec ce metteur en scène, avec Nicolas Ray. Et lui, il m'a demandé de faire un film avec lui à la fin de sa vie. Il était en train de mourir, mais il voulait vraiment mourir en travaillant. D'accord. Il avait un grand problème dans sa vie, c'est qu'il a été chassé d'Hollywood parce qu'avec des histoires d'alcool et de drogue. Après, il a tout arrêté. Il a vie clean les 20 dernières années de sa vie. Mais dans l'œil public, c'était toujours l'alcoolique d'Hollywood. Alors, il a voulu corriger le film et m'a demandé est-ce qu'on pourrait faire un film ensemble. On a commencé le film, mais lui, il n'a pas pu terminer parce qu'il est mort pendant le tournage et c'est devenu un documentaire sur D'accord. la mort au travail. Le premier film, long métrage de Steven Soderbergh, il a quand même gagné la Palme d'Or avec un premier long métrage. So what do you want to talk about? Oh, what do you usually talk about? Sex. Okay, let's talk about sex. C'est le plus jeune, je crois, à avoir gagné la Palme d'Or. C'est peut-être le plus jeune et c'était aussi un metteur en scène très jeune qui était chef du jury. C'était moi. Et j'étais très, 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 très content de ce film et de l'avoir vu parce que je trouvais qu'il était vraiment une vraie trouvaille, un vrai film, un vrai langage. Alors, on a donné la palme à un premier long métrage. Et il y avait l'acteur a aussi reçu le prix d'interprétation. C'est plus possible maintenant, je crois, d'avoir Palme d'Or et prix d'interprétation. Je crois même à l'époque, c'était pas possible, mais ils ont rien dit. C'était génial. C'était James Spader, l'acteur principal. Oh, ça c'est le premier film dans lequel a joué Sam Shepard. Excuse me. I forgot where I was. Don't worry. Il a joué ensemble avec Richard Gere et il y a Brooke Adams là-dedans aussi. Nestor Almendros a fait la caméra. C'est un travail de caméra invraisemblable, d'une beauté incroyable. Et c'est le deuxième film de Terrence Malick. C'est un des grands films de l'histoire du cinéma. Et Sam, il est magnifique là-dedans. Le casting est très, 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 très beau. J'adore ce film. C'est un de mes films préférés. C'était déjà votre ami à l'époque? Ah oui, plus que ça. On a voulu faire un film ensemble avant. On a voulu faire Hammett. Et moi, j'ai voulu absolument qu'il joue le rôle de Dashiell Hammett. Mais à l'époque, il n'avait pas fait un film. Sam Shepard, il était écrivain de pièces de théâtre, auteur de théâtre. Et les studios m'ont dit, trouve-nous un acteur pour jouer le rôle principal, pas un écrivain. Et j'ai dit, mais il est génial. On a fait un jour de tournage avec Sam Shepard et Gene Hackman en 35 mm. Parce que ça aurait été son partenaire, et les deux étaient magnifiques ensemble. Et Gene Hackman m'a dit aussi, j'espère que ça marche parce que ce Sam Shepard, il est génial. Il était beau et mince et grand et était parfait pour le rôle, mais le studio a toujours dit non, on veut quelqu'un avec un nom. Et c'est ça toujours le drame à Hollywood. Ils croient dans les noms, ils croient pas dans les acteurs. Ça tombe bien que vous soyez devenu ami avec lui parce que vous aimez pas trop écrire, je crois. L'écriture de scénario, c'est pas votre truc préféré non, du cinéma. J'ai toujours aimé avoir quelqu'un à mon côté. Avec Sam, après on a écrit Paris, Texas. Ouais. Et on a fait donc I'm Knocking avec lui aussi comme acteur et co-scénariste. Et voilà, il doit y avoir plein de films de mon copain Jim Jarmusch. Il y a pas mal de gens qui disent Peterson, c'est une sorte de précurseur de Perfect Days. Je trouve qu'on peut voir des similarités et j'adore Peterson moi aussi. Mais moi, si j'étais là-dedans dans la boutique, je prendrais ça, Jim Jarmusch, Mystery Train, Night on Earth, Dead Man, Year of the Horse, Only Lovers Left Alive, Permanent Vacation, son tout premier film, c'est génial. C'est un des grands metteurs en scène d'aujourd'hui, il faut tout louer, et il manque quelques-uns, hein. Ouais, ils sont peut-être loués, justement. Ah oui, j'espère. Loin d'elle, c'est film d'une femme, Sarah Polley. C'est Heartbreaking. C'est un couple qui est ensemble depuis 40 ans et la femme est jouée par la magnifique Julie Christie et elle a la Alzheimer. What place? Just kidding.
Fuck off. Le film se termine quand elle ne reconnaît plus son mari qui s'occupe toujours d'elle. Et c'est une histoire tellement terrible qui arrive à tant de familles. Et je l'ai jamais vu dans un film aussi convaincant et aussi attendrissant que celui-là. Loin d'elle. Faut absolument louer. Mais elle fait des beaux films d'amour, parce que je sais pas si vous avez vu Take This Waltz de Sarah Polley, avec Michelle Williams que vous avez fait tourner, c'est magnifique aussi. Oui. I see a lady who would like to try her hand at a thrashing. Do I not? Sarah, elle est géniale. C'est un metteur en scène et écrivain. Elle a fait un autre film avec que des femmes. Oui, Woman Talking. Woman Talking, que j'ai vu 3 fois. Children of the Heavenly Father, safely in His bosom gather. C'est un de mes films préférés l'année dernière. Malheureusement, elle n'est pas allée si loin. Je sais pas. Il y a des films qui sont trop tôt. Elle a eu le prix du scénario, l'Oscar du meilleur scénario. Oui, c'est une récompense pour... Oui, quand on veut pas donner la meilleure récompense. Voilà. Enfin, Sarah Polley, c'est une grande scénariste et actrice aussi. Elle était aussi pour moi dans Come Knocking. J'ai adoré travailler avec elle. Voilà, par hasard, une de mes comédies préférées. Parce que les comédies, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, je travaille toujours sur l'idée d'un jour produire une comédie. Ah. Les anges ont des ailes. Oh, that's awful. Love, can't you hear that? Yes, I know. Will you go away, please? We'll get it. You want to hear how it really goes? Sure. Move over. Pour moi, c'est une des plus grandes comédies de l'histoire du comédie. Je ris depuis le début jusqu'à la fin. Les dialogues sont infernales et Howard Hawks le coupe tellement vite et il y a de l'action et il y a des avions et il y a les aventuriers et en plein milieu, il y a une femme qui rend le bordel dans toute l'histoire. C'est tellement rigolo, le film. Only Angels Have Wings. C'est en hommage à lui que vous avez mis un pull rose dans Paris, Texas. Oui. Voilà une autre grande femme metteur en scène. Sofia Coppola, Lost in Translation. I'm special, so special. Une autre comédie géniale. Vous le mettez dans la catégorie comédie ? Absolument, parce que tourner une publicité whisky oui, c'est vrai. à Tokyo pour Bill Murray, c'est matière vraiment comique. Bon, mais peut-être dans l'ensemble, c'est pas une comédie. Comédie dramatique, comme on dit en français. Et nulle part dans le monde, ils ont cette catégorie. Chez nous, ça n'existe pas. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais fait une comédie. Alors que vous pourriez faire une comédie dramatique. Comédie dramatique, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a trop de films. J'achète toujours les vinyles et aussi les DVD, les Blu-ray. Et donc, je les collectionne et après, c'est comme c'est vous. Alors, si jamais vous devez sortir, vous pouvez déménager chez moi.